Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Entre copines, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui reste quand même un grand tabou dans notre société. Nous allons parler des femmes divorcées. Le divorce, c'est la dissolution légale du mariage. Alors, comment les femmes arrivent à se reconstruire après un divorce? Comment elles arrivent à avancer après un divorce qui souvent est douloureux? Merci de rester avec nous. Femmes divorcées, la vie après, c'est le thème de notre échange de ce soir. Pour en parler, deux grandes dames ont accepté de nous accompagner. À ma droite, j'ai Madame Etondé. Bonsoir. Bonsoir Hermine, bonsoir Mireille Grasse. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue sur ce plateau. Vous nous faites des infidélités ou quoi? Je croyais que j'étais licenciée. Heureusement que je suis à des rendez-vous tous les lundis. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et comment vont les activités? Ça avance. On est en train de préparer 2 ateliers sur la lutte contre les consommations des stupéfiants, la lutte contre les addictions. Et ça va se passer à Douala et à Yaoundé. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Mireille Grasse certainement. Parce qu'on a des experts qui vont venir donner un programme qui permettra de lutter, qui donneront des outils même aux personnes qui consomment les stupéfiants afin qu'ils puissent s'en sortir. D'accord. Alors, il faut dire que faut rappeler aux téléspectateurs que vous êtes travailleuse sociale, spécialiste de la santé mentale. Oui. Comment va la santé mentale de vos patients? Bon, parfois ça se calme. Après, on dirait que tout le monde, les pressions de la vie font en sorte que ces derniers temps, il y a encore beaucoup de malades. Beaucoup de malades, des gens qui ont craqué, des gens qui ont consommé des stupéfiants et ainsi de suite. Après, ça va encore se calmer un peu. Il faut dire que nous sommes plus ou moins tous malades avec ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Oui, la vie est très stressante. Les choses vont très vite. On est bloqué, les activités même ne fonctionnent pas comme il faut. On a beaucoup de charges et ainsi de suite. Surtout les femmes qui vivent seules. Je pense que beaucoup de femmes ne vont pas me contredire. Les femmes vivent seules, elles sont sous pression. Et puis, en face de nous, quand on a des personnes qui savent qu'on vit seul, ils essayent de nous mettre la pression. Merci d'être là ce soir encore. À ma gauche, j'ai Mireille Grasse, que je ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Bonsoir Mireille. Bonsoir Hermine. Bonsoir Cathy. Je suis particulièrement contente de t'avoir ce soir parce que tu es l'une des premières invitées que j'ai reçues sur ce plateau quand j'ai lancé l'émission. Sur le viol. Sur les agressions sexuelles. Ouais. Je suis heureuse de t'avoir ce soir encore. Moi également. Alors, il faut dire qu'il faut rappeler, parce qu'il faut toujours le dire, tu es présentatrice ici même à STV, c'est toi qui tiens de main de maître le 10-12 de STV, de rendez-vous. Ouais. Comment ça va? Ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Merci d'être là ce soir encore. C'est moi qui te remercie. Tu as une très grande expérience de la vie et c'est bien que j'en profite et que j'en fasse profiter à nos nombreux téléspectateurs. Ok, je m'en vois ravie. Alors, je vais commencer avec toi. Alors, tu as été mariée combien d'années? Voilà, aujourd'hui, c'est une autre histoire, une autre partie de ma vie et qu'on va essayer de... Voilà, on va essayer. Bon, sinon, pour répondre à ta question, Hermine, je me suis mariée, j'ai connu mon ex-mari, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Je me suis mariée à presque... On a fait 2 ans de fiançailles, 17 ans, 18 ans, 19 ans. 2 ans de fiançailles et puis on s'est mariés. Et j'ai fait 8 ans de mariage, 2 ans de fiançailles, ça fait 10 ans. 10 ans, ok. Alors, tu es divorcée depuis combien de temps? Dans un an, ça fait 20 ans que je suis divorcée. Quand même. Quand même. Mais à la période aussi. Mais s'il faut voir, je suis séparée, ça fait plus de 20 ans quand même. Ça fait 21 ans que je me suis séparée et le divorce a été prononcé. Ça fait 19 ans. 19 ans. Très bien.
Alors, Madame Etonde, est-ce que le divorce est une chose qu'on envisage quand on va se marier? C'est-à-dire que quand on décide de franchir le pas, est-ce que c'est quelque chose à laquelle on pense? Non, en principe, non. Parce que quand on se marie, c'est que tout va bien. Hein. Les fiançailles, généralement, ça se passe bien. On est content. Au contraire, on est même pressé d'aller se marier parce qu'on pense qu'on est en train d'aller vers le bonheur. On va en train d'aller vers une personne qui va changer notre vie et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y en a aussi, quand ils partent se marier, eux-mêmes, ils savent que forcément, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes avant le mariage. Mais seulement, ils ne peuvent plus annuler le mariage. Ils sont obligés d'avancer. On a vu des couples, souvent, certains, ils pleurent à la mairie. Mais ils sont quand même en train d'aller se marier. Donc, quand on pose des questions à certaines personnes, ils vont vous dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes avant. Parfois, c'est des rivalités. Une personne réussit donc à sortir du lot et elle va se marier, sachant que, comme elle parle là, elle a beaucoup de problèmes à gérer après. Mais en général, quand on se marie, on est très content. Ok. Avant le divorce, il y a la rencontre. Comment vous avez rencontré votre ex-mari? Mais il m'est souvent difficile de parler de mon ex-mari parce que c'est mon ami. Oui, mais vous l'avez quand même rencontré? Oui, je l'ai rencontré dans le cadre familial, comme il est médecin. Oui. Et il a soigné une personne de ma famille. Et c'est comme ça que moi, je l'ai connu. Bon, les spectateurs ne savent pas souvent qu'il est médecin, mais bon. Vous l'avez déjà dit. Mais les choses sont passées naturellement. Vous avez croché. Oui. Les jeunes disent croché. Pour dire, est-ce que ça s'est passé? Un match. Vous avez matché? Oui. Ça s'est très bien passé. Hein. Oui. Vraiment, moi, j'y croyais. Mais seulement, mon père, quand il a regardé, parce que mon ex-mari était trop chaud, gars, comme je dis toujours. Quand vous vous êtes séparés, pourquoi je dis que c'est parce qu'il était trop chaud, gars. Quand moi-même je regarde, je l'appelle docteur Shoga. Il me dit, tu te fais de fausses idées de moi. Donc, mon père avait quand même regardé, dit que ma fille, le type, si sa tête ne me revient pas. Mais moi, j'y croyais. Et après, donc, le mariage, parce que je me rappelle que le jour de mon mariage, mes belles-sœurs ont chanté, elles disaient que c'est moi qui ai apprivoisé. Oui, gagné la coupe, que c'est Dieu qui a voulu ça, parce que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de femmes qui voulaient se positionner. mais bon. Alors, Mireille, est-ce que tu penses qu'il y a des signes qui alertent sur la qualité de l'homme qu'on veut épouser, sur la personnalité, sur la personne? Oui, je pense. Oui. Dans ton cas, il y a des signes qui t'ont quand même... Oui, j'avais des signes. Elle vient de dire qu'on va se retrouver dans la mer, dans un caveau, mais on fonce quand même. Mais par amour, non? Oui, bon, pas forcément toujours par amour, mais il y a, on s'est fixé des objectifs peut-être qu'on veut atteindre, et on se dit peut-être qu'en le faisant, en se mariant, on pourra atteindre facilement nos objectifs. Mais dans mon cas, c'était différent. Mais est-ce qu'on se dit aussi qu'il va changer? Comme les femmes aiment à dire, que peut-être qu'il va changer parce qu'il est déjà marié, peut-être qu'il va changer. Vous l'avez dit? Hermine, je n'ai jamais dit qu'il allait changer. J'étais dans une sorte dans une spirale c'était un peu comme la sorcellerie en fait, où tu étais un peu comme avec un gourou. Et puis, il faut que tu te défasses de lui. Tu te défasses de ce gourou-là. C'était un peu comme ça. J'étais très jeune. Oui. Donc, c'est lui qui il a forgé un peu. Il lavait mon cerveau. Il travaillait dans mon cerveau parce que mes parents n'étaient pas d'accord pour ce mariage. Il faut déjà le noter. D'accord. Mon père a été contre jusqu'au jour du mariage. Hein. Mon papa a été contre jusqu'au jour du mariage. À 4 heures du matin, on était en train de faire des retouches. C'est ma mère qui a cousu ma robe de mariée. En fait, elle a fait des retouches sur ma robe de mariée. Ma mère s'est vue contrainte d'accepter parce que j'étais déjà emballée. Et à 4 heures, mon père disait, il n'y a pas mariage dans cette maison. J'ai dit à mon père, si je ne me marie pas avec ce monsieur, je vais me suicider. Donc, et j'étais la prunelle des yeux de mon père.
Et j'étais l'espoir de mon père. Et mon père a dû céder. Pour preuve, il a changé le lieu du mariage parce qu'il fallait qu'on fasse comme il veut, parce que je n'étais pas majeure quand je me mariais. Il fallait l'autorisation parentale. Donc on était obligé d'accepter tout ça. On est allé. Et si je vous dis que le jour de mon mariage, quelqu'un est tombé évanoui, vous n'allez pas me croire. Hein. Moi, j'ai un mariage, j'ai dit ma vie est toujours... C'est un scénario, c'est une... Est-ce que vous comprenez que comme mariage soit aussi contesté, aussi très peu, je veux dire, très peu probable et qu'il se fasse quand même? Oui, oui, ça se passe de plus en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui se marient parce qu'ils ont des défis. Exactement. Donc là, on est obligé, le seul choix qu'on a, c'est qu'on se marie, quitte à ce qu'on divorce après. Mais on y va d'abord. On se marie d'abord. On se marie d'abord, oui. Oui. Amel nous parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a fait 10 ans de concubinage et le mariage a duré 2 semaines. C'est qu'il y en a qui se marient pour divorcer. Donc maintenant, on a déjà fait 10 ans, tout le monde nous a vu, les gens se sont moqués de moi et ainsi de suite. Ok, il faut quand même que je me marie pour pouvoir pour leur valoriser, oui, que je n'ai pas passé 10 ans comme ça. Après, quand je suis madame telle, ok, maintenant je peux me séparer. J'ai accompli ce que je devais accomplir. Donc les gens, beaucoup de gens partent à la mairie pour des raisons diverses. Des gens partent se marier pour des raisons diverses. Les gens se marient de plus en plus pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour. Exactement. Oui, donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à ce résultat. Très bien. Mais pas toujours. Hein. Oui, il y en a qui arrivent à se ressaisir. Hein? Il y en a qui arrivent. Bon, il y en a qui restent aussi par contrainte parce que, comme je suis là, comme une personne avait dit tout à l'heure, quand Mireille Grasse parlait, quelqu'un que je ne vais pas me marier que Awagodou. Je n'ai pas de choix. Alors, Mireille Grasse, dans ton cas, à quel moment la décision de divorcer est-elle intervenue? Juste après, une semaine après que je me sois mariée. Comment ça? Une semaine après que je me sois mariée, je réalise que je ne suis plus chez mes parents. Je réalise que je suis sous le couvert d'un homme. Je réalise que ce monsieur, peut-être vous ne savez pas, je subissais des violences même avant de me marier. Et je réalise que je n'ai plus de protection. Qui va me protéger? Mon père n'est pas là. Et je me retrouve seule. La première chose que j'ai faite pour... En fait, il y avait 2 raisons. C'est-à-dire, il y avait le fait de l'emprise de mon père. Mon père nous surprotégeait tellement que j'ai tout fait de l'amour de mon père. Et c'est même l'une... Après, en dehors du fait qu'il y avait toute une sorte de manipulation autour de moi, il y avait aussi l'histoire. Mon père qui était trop présent. Trop présent, tu ne peux pas sortir, tu peux pas... Et pour moi, le mariage était comme un signe, une liberté. Je cherchais la liberté. C'était une porte de sortie. Une porte de sortie. Donc c'est une semaine après, donc, quand on s'est mariés comme un samedi, bizarrement, c'était un mois de mars. Hein. On se marie comme ce samedi. Dimanche, le temps de dormir. Lundi, je prends la route pour Douala. Pour moi, je savoure ma liberté. Mais je reste chez ma tante une semaine. On m'appelle, on me dit que ton mari t'appelle. Tu dois rentrer à la maison. À ce moment, je dis, tiens, qu'est-ce que je fais? C'était le début de 10 ans de calvaire. Oui. Mais au-delà de cette envie de liberté, cette envie je veux dire, d'indépendance, à quel moment le mariage lui-même a atteint le niveau où je t'ai dit, il faut que ça s'arrête? C'était au bout de quelques mois. Oui. J'étais déjà enceinte. Après un mois. Oui. Je peux vous dire, je ne supportais pas les rapports sexuels. Oui. Je ne savais pas, je n'avais pas été préparée au mariage. Et puis, on ne m'avait pas dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Ma mère, je n'ai pas trop vécu auprès de ma mère parce que ma mère a été très maladive. Donc, elle passait tout son temps à l'hôpital.
Et même à l'église, on n'a pas eu un suivi comme il le fallait, il se le devait. Une préparation au mariage. Une préparation au mariage correcte. Oui. Je crois que ça c'était avant. Aujourd'hui, les églises quand même ont essayé de revoir ce côté-là. Ils encadrent les futurs maris aujourd'hui, puisqu'il y a des cours pour les mariés. Donc, je disais que ma mère, au bout d'1 mois, 30 jours, je me suis mariée en mars, et au bout d'1 mois, j'en pouvais plus parce que je me retrouvais, il fallait avoir les rapports sexuels, c'était trop, pour moi, j'estimais que c'était trop. Et puis, il faut rappeler que c'était le premier homme que je connaissais de ma vie. Donc, j'estimais que c'était trop. À un moment donné, c'était même l'objet de nos problèmes. Ou parce que je ne pouvais pas satisfaire, je ne pouvais plus satisfaire mon ex-mari comme il se le devait, parce que j'estimais que c'était trop de rapports sexuels. Et ça causait des bagarres par la suite. Et après, j'en pouvais plus, mais j'étais déjà enceinte. Je tombe enceinte. Donc au bout de 2 mois, j'étais enceinte de 2 mois, je voulais repartir chez le monsieur, le garçon avec qui on s'était promis mariage quand on était plus jeune, quand on va terminer nos études, on va se marier. Je repars vers ce monsieur, vers ce garçon. J'ai cherché une épaule consolatrice en me disant que pourquoi j'ai fait ça. Je me reprochais de l'avoir trahi et je repartais et c'était lui qui était maintenant mon confident. Très bien. Mais ça a quand même duré, après 2 mois, ça a quand même duré 10 ans. C'est bien cela? Oui, ça dure 10 ans. Pourquoi? Parce que ça a duré. Pourquoi? Parce que je suis allée voir. Je vais vers mon ex-mari. Je lui dis je veux plus. Mon ex-mari, je lui dis que j'ai eu une aventure. Je suis repartie chez la personne chez qui tu m'as enlevée. J'estime que tu ne méritais pas de prendre ma virginité, c'est lui qui devait prendre ma virginité. Et j'ai décidé d'arrêter et je dois repartir. Donc on m'a amené chez le pasteur, on m'a fait une sorte de psychologie, on me parle, on me laisse toute une journée, on me parle du matin au soir, on me fait balader, on m'amène pour dire que pour voir le paysage. J'ai répondu, j'ai dit au pasteur, celui qui avait officié notre mariage, qui est aujourd'hui évêque, je lui avais dit, je ne suis pas faite pour le mariage m'a dépassée, je ne veux plus. Il y avait beaucoup de jeunesse, je pense aussi. Alors, dans votre cas, qui a pris l'initiative du divorce? Alors, c'est mon ex-mari qui allait divorcer. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous espériez qu'il revienne sur sa décision quand même? Oui, c'est-à-dire, quand l'huissier est venu me notifier, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va revenir sur sa décision et tout ça. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais partie voir un avocat parce qu'on attendait pour autre chose. Oui. Mais pour une réunion familiale, malheureusement, au lieu de venir, c'est l'huissier qui est venu me notifier. Après, l'avocat avait dit qu'il faut... il faut aller au tribunal. Après, il dit que bon, que je rentre d'abord à la maison, que je parte. La première fois qu'on devait partir au tribunal et tout ça. Je me suis demandé que pourquoi je vais me bagarrer avec ce monsieur. J'ai dit, ok, si tu sens que tu as raison, tu donnes raison, va raconter n'importe quoi là-bas, je m'en fous. Et c'est ça que j'ai eu en tête jusqu'à aujourd'hui. Ça a balayé tous les problèmes qu'on a vus. Okay. Chapeau à toi. Hein. Oui, tous les problèmes. C'est-à-dire, j'ai regardé, j'étais très fragile à l'époque. Je regarde le personnage, je vois tout ce qu'il y a derrière, chaud gars qu'il est. Je dis, le combat sera inégal. C'est-à-dire, il ne faut pas que je m'engage dans quelque chose qui va me dépasser. Oui. Donc, j'ai dit, tu dépasses. On appelle ça le lâcher-prise. Voilà, oui. Et ça m'a soigné. Mais on dit généralement que ce sont les femmes qui souffrent beaucoup
du divorce. Est-ce que c'est vrai? Ben, moi, je n'ai pas souffert puisque je n'ai plus. Oui, mais de votre expérience, de ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que Oui, les femmes. deux... Oui. Les femmes souffrent beaucoup. Les femmes souffrent beaucoup. Celles qui ont eu un parcours régulier, un parcours ordinaire du divorce, comme Mireille Grasse, elle a connu beaucoup de problèmes, alors que moi, j'ai tout balayé dans la tête. Donc, il y avait des enfants à gérer, il y avait des pasteurs, il y avait le mari même à gérer, et ainsi de suite. Or, moi, je n'ai pas connu ça. Et beaucoup de femmes connaissent beaucoup d'autres choses, la belle famille qui se mêle et tout ça. Moi, je n'ai pas eu tout ça. Pourquoi votre famille ne vous a pas... Si je ne me suis pas allée me plaindre auprès de ma famille, elle n'avait aucune raison d'avoir des problèmes avec eux. Mais est-ce qu'elle n'était pas surprise par le fait que votre ex-mari demande le divorce? Oui, mais après, je n'en parlais plus. Même à mon père, je n'en parlais plus. Mon père, je ne sais même pas, en mourant, je ne sais pas s'il était au courant de ce qui se passait. Encore que je n'avais pas eu la gauche, je ne savais même pas ce qui se passait. Je n'avais même pas envie de savoir comment ça se passait. Donc, la famille savait qu'il était là. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Bon, vous avez divorcé, vous n'avez pas divorcé. Personne ne sait, même dans sa famille. Quand je voyais ma belle famille, je causais très bien avec lui. Lui-même, quand je le voyais, je causais très bien avec lui. Quand il voit ma famille, il causait très bien. Donc, personne n'osait plus poser les questions. C'est vrai qu'il y avait des gens, il y a eu quelques personnes, des amis communs, une dame qui est malheureusement décédée après. C'est elle qui voulait tout le temps m'expliquer. Oh, ton mari a encore fait telle chose, ton mari. Elle m'a dit ça les premières fois. On était encore ensemble. On était en train de se séparer, ça m'a énervé. Alors, quand elle me parlait de lui, je riais tellement. Donc, elle me parlait, il a eu telle aventure. Je dis, oh, la pauvre. Il est encore allé prendre l'enfant de qui comme ça. Quand elle a vu que ça, je m'en foutais complètement, elle ne m'a plus jamais parlé de lui. Oui. Donc, je n'ai même pas eu l'occasion de voir les gens qui vont me parler en mal de lui, puisque quand on nous voyait ensemble, au contraire, jusqu'à présent, les gens nous demandent que vous avez divorcé, pourquoi? En fait, c'est que moi, c'est ce que j'ai dit aux femmes, faut pas, je n'ai pas couru avec lui, j'ai pas tout ce qu'il fallait, je dis oui. Et je peux vous dire, quand il a fallu, à un moment donné, je voulais quand même avoir la grosse, parce qu'il fallait que je sois sûre que j'ai les papiers, que j'ai officiellement divorcé. Alors, j'avais perdu une de mes cousines. Après l'enterrement, on me dit, oh, ta belle-mère est morte. Et on l'a enterrée la semaine dernière. Et hop, me voilà qui part le suivre. Et j'ai dit, bon, il faut la grosse. Oui. Je lui donne quelques raisons pour lesquelles j'ai besoin de la grosse. C'était un dimanche. Il entre dans la maison et puis on va dans un secrétariat. Et il fait la photocopie et tout ça. Ok, merci, au revoir. Alors, prochaine. Comme un cadeau, quoi. Oui. Bon, je lui avais dit, la grosse là, je ne vais même pas la lire. Hein. Donne-moi seulement, je veux seulement avoir le document officiel. Il m'a donné, et puis après... J'ai envie de vous poser une question. Oui. Est-ce que vous avez aimé votre ex-mari? Bien sûr. J'ai l'idéalisé même. Mais c'est que j'avais fait une dépression avant. Ok. J'ai fait une dépression avant, je savais ce que c'est que la dépression. J'ai fait une dépression tellement grave. Quand mes parents se sont séparés et autres, je me rappelle que c'était extrêmement dur. Si bien que je fais attention. Je fais toujours, j'essaie d'avoir du recul. Je me suis dit, si je ressombre encore, maintenant, c'est pas sûr que oui, je vais m'en sortir. Il fallait trouver quelque chose qui allait m'empêcher de ressombrer. La solution, c'était que lui ne soit pas mon ennemi. Et ça a marché. Avant même, après, ça a tellement marché que j'avais des gens qui l'ont aidé. Hein. Ça, peut-être qu'il va regarder l'émission. Je voudrais encore le remercier. Une fois, j'ai une personne de mon village qui est arrivée, qui avait un malade dans un hôpital. Et c'est lui qui devait soigner la personne. Le monsieur est arrivé à la maison très tôt, un matin, à 6 heures. Il me dit que ma soeur, mon beau-frère, est malade. Si ton mari ne le soigne pas, il va mourir. J'avais sommeil, hein? J'ai pris la carte de visite, j'ai écrit quelque chose. Il est parti. Il s'est très bien occupé de monsieur. Très bien. Bon, il n'avait rien dit à sa belle famille. La belle famille m'appelle donc pour me remercier. Après, il me demande que, mais toi, tu connais même le docteur tel comment? Je dis que c'est mon ex-mari. Tout le monde. Mais comment tu as fait? Je dis, je ne sais pas. J'avais une autre cousine qui était malade dans l'hôpital. On m'appelle, on me dit que ta cousine est mourante. Je dis qu'il fallait t'occuper. Il s'en est bien occupé.
Donc, si on n'avait pas gardé de bons rapports, oui, peut-être qu'on n'allait pas, je ne pouvais pas le faire. On ne se voit pas. Hein. Lui-même, il a pris sur lui de me mettre en contact avec son épouse. Hein. Donc, il m'a dit, ton épouse, il faut que tu la vois. Et puis, je trouve la dame responsable, hein, mature. Donc, quand on arrive, on veut se voir, on doit se voir et tout. Très bien. Et on se retrouve. Et moi, je dis à la dame, à son épouse, que ma fille, comment tu as fait pour supporter le sugar, c'est parce que moi, il m'a dépassé, j'ai déposé. Lui-même se m'a ri. J'ai dit que c'est toi là, tu es trop sugar. Au moins, tu as eu la chance, de rester même amie avec ton ex. Oui, c'est le seul choix qu'on avait. Pour lutter, il faut avoir un adversaire. Je pense qu'il te devait aussi ça quand même. Je veux dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il s'est dit, oui. Il s'est regardé avec lui-même, il s'est dit, non, cette femme ne m'a jamais causé du souci. Pourquoi est-ce que je devrais la déranger? Peut-être qu'il s'est dit, c'était sa façon à lui de se rattraper un peu. Oui. Moi, là, comme ça, là, c'est ça. Hein. Et même son épouse, hein, s'il a un problème de mec, elle peut compter sur moi. Hein. Oui, je ne les dérange pas. On n'est pas des amis intimes. Bon, parfois, on reste 2 ans comme ça. Son épouse, je ne l'ai pas vu 10 000 fois. Mais parfois, il reste, il dit qu'on salue plus les amis, on connaît plus son frère. Ah, oui, bonjour, comment tu vas? Après, c'est fini. Il y a des gens qui s'entendent mieux séparés que quand ils sont ensemble. Oui. Ils sont ensemble, c'était certainement votre à l'époque, à l'époque, c'était quand même quelque chose de rare. Oui, absolument. Parce que c'est aujourd'hui que les gens commencent même s'ils décident de se séparer, ils essayent même encore de mettre certains paramètres avant de se séparer de façon intelligente. Parce qu'on a compris, même à l'époque, s'il faut lui tirer un coup de chapeau. Absolument. À eux deux. Oui, à eux deux. Lui aussi. À eux deux, parce que c'est pas comme le mien où on se regarde en chien de faïence. Je vous promets que si j'ai un problème aujourd'hui, j'appelle ce monsieur, il vient en courant. Hein. Absolument, mais oui, vous ne lui avez rien fait, au contraire. Rien. Et lui, il me l'a rendu comme un grand frère. Parce qu'après, on se parle comme s'il ne s'est jamais rien passé. On oublie le passé. Je ne sais pas. Quand on me pose des questions, parfois j'ai du mal à répondre parce que c'est des choses que j'ai oubliées, que j'ai enlevées dans mon cœur. Oui. Donc, voilà. Et je pense que c'est la meilleure façon de se séparer. C'est-à-dire, si j'avais eu des problèmes avec lui, après j'allais avoir des problèmes avec son épouse, après j'allais avoir des problèmes avec les enfants, après la famille, la belle famille et tout ça, c'est beaucoup trop. Ça va être beaucoup trop pour moi de trimballer ce passé-là comme un boulet. Surtout que vous étiez fragile à ce moment-là. J'étais fragile, oui. Okay. Alors, mesdames, nous allons marquer une pause. Nous avons tendu le micro à nos compatriotes. Nous leur avons demandé si le divorce peut être salvateur. Nous les écoutons et nous revenons juste derrière. Non, ce n'est pas une solution. Mais il faut dialoguer, il faut arranger le problème et puis trouver la bonne solution. Si c'est un problème vraiment de famille, il faut trouver la solution. Le divorce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas une solution. Pas du tout, ce n'est pas une solution. Il faut envisager d'autres pistes de sortie en cas de problème. Je suis sûr que quand il y a un problème, il y a plusieurs issues. On peut contacter les amis, les parents ou bien une ou deux connaissances, question de pouvoir apporter une solution. Pour moi, le divorce, non, ça passe pas dans ma tête. C'est pas une solution à n'importe quel genre de problème. À moins que, j'imagine pas du tout. Moi, je pense que deux cas, il peut comme il peut ne pas l'être. Parce que divorcer aussi, après avoir vu qu'on ne s'entend pas, c'est un moyen, en fait, d'avoir vu que on a passé nos vies, on ne s'est pas connus, tout ça là, vu que le problème a émané. Bon, maintenant, ce n'est pas toujours la solution parce que je me dis qu'avant de vous marier, vous avez dû vous connaître, être en couple, sortir ensemble. Donc, chacun a pu évaluer s'il peut vivre avec l'un ou l'autre.
Dans d'autres cas aussi, il suffit juste de trouver un moyen d'entente. Donc ça peut être comme ça peut ne pas l'être. Non, je ne pense pas. Parce que gérer à l'amiable est plus mieux. Parce que la divorce, là, moi, ce n'est pas une solution. Parce que n'importe quoi, il y a toujours des arrangements. À part si ça n'a pas donné. En tout cas, gérer à l'amiable est plus mieux. Je ne pense pas que le divorce peut être une solution parce que si vous avez il y a un couple, il y a des enfants, 1 ou 2 enfants, le divorce ne pourra pas être une très grande solution par rapport à leur dispute. Je suggère juste qu'ils doivent toujours s'entendre, puisque d'autant plus qu'ils vont faire, il faut qu'ils puissent faire grandir les enfants ensemble. Ils doivent, la finalité, c'est qu'ils doivent avoir l'entente, ils doivent avoir l'entente. Par tous les moyens. Le divorce en cas de dispute permanente n'est pas la solution idéale, je pense bien. Ce n'est pas la solution idéale. La solution serait peut-être, je me dis aller dans un cadre où on appelle ça encore quoi là, des services sociaux quoi, des services sociaux pour pouvoir encadrer les dons, les conseils pour qu'ils puissent se maîtriser et trouver solution à leurs problèmes. Car les disputes permanentes sont souvent difficiles à... Le divorce n'est pas le moyen le plus approprié dans tous les cas. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines. Et ce soir, je suis avec la belle Mireille Grace et Madame Etonde avec qui nous parlons de comment la femme se reconstruit après le divorce. Alors, Mireille Grace, dites-moi, comment est-ce que le divorce vous a affecté? Ce divorce vous a affecté? Émotionnellement, j'ai été très très affectée. Je suis une patiente. Oui, je voulais dire au mari de Mireille Grace qu'il m'a donné beaucoup de travail. Je vais lui envoyer la facture. Le travail n'est même pas encore fini. Et c'est même pas encore fini. Non, mais c'est un coup très très dur. On se rend compte que on a échoué. Mais avant même, le fait même, pour prendre même cette décision, partir, on a peur de l'inconnu. Oui. On se dit, on va faire comment? On se dit, ça va se passer comment? On a peur. Il faut dire que moi, j'avais jamais travaillé de ma vie quand je veux divorcer. J'ai les intentions de divorcer. Mais je fais comment? Tout ce que je savais faire, c'est chanter. Je faisais mes concerts, je faisais mes spectacles. Vous gagnez de l'argent? Oui, je gagnais de l'argent. C'est tout ce que... Bon, maintenant, il fallait pas seulement se limiter à faire des concerts, les spectacles et autres. Maintenant, il fallait s'occuper des enfants qu'on a eus, puisqu'on a fait 3 enfants. On a eu 3 enfants ensemble. J'ai sauté certaines étapes même pour pouvoir rebondir, parce que là où je commence à accepter que je peux me marier, c'est à ce moment que je décide de faire le 2e enfant. J'ai nommé cela comme étant l'enfant de la réconciliation. Très bien. C'est pourquoi je l'ai appelé Carmel, qui est le mont Carmel où tu vas, parce que je me suis dit, ok, je ne vais jamais divorcer. Il vaut mieux que je fasse un autre enfant. Moi, je me réfugiais sur mes enfants. C'était eux qui me permettaient de pouvoir avancer. Et après cela, je pars. Je vivais à Yaoundé. Je pars de Yaoundé en 2000. Après justement encore des violences, etc. Parce que ça, j'en pouvais plus. Et puis je subissais beaucoup de choses. Violence physique, violence verbale, violence économique, violence... Donc tout genre de violence, c'était ce que je subissais. J'étais cassée moralement. Brisée totalement. Mais il me fallait beaucoup de courage. C'est parce que j'ai un mental très fort. Je suis quelqu'un de très forte. Ce qui fait que quand on me voit sourire, on me voit rire, on ne peut pas imaginer que derrière ce rire, il y a une grande souffrance. Et personne ne pouvait imaginer que j'étais en train de souffrir. Et je sors de ce mariage, pas la tête haute, mais la peur du lendemain. Mais grâce à Dieu,
j'ai fait des rencontres dans ma musique qui m'ont permis de me retrouver, de trouver un emploi. C'est pourquoi je commence à travailler à STV. STV, c'était mon premier Véritable emploi. mon premier véritable emploi parce que je faisais dans la distribution des produits aussi de temps en temps, en dehors de mes spectacles et autres. Donc, le premier emploi, et c'est pendant cet emploi, pendant que je commence à travailler, que je me sépare finalement. J'étais déjà séparée parce que je me sépare de lui en 2003 et c'est en 2006 que je prends maintenant sur moi la décision de Mettre fin. de mettre fin de façon officielle, Officielle, c'est-à-dire absolument. sur le plan administratif, où je vais porter plainte pour demander le divorce. Et c'était là le début de mes problèmes. Ok. Alors, comment vous avez pu surmonter justement ces émotions négatives? Vous avez dit qu'il y avait des gens autour de vous qui vous ont tendu la main. Vous avez parlé à votre famille. Est-ce que votre famille vous avez le soutien de votre famille, de vos amis? Déjà, j'avais pas d'amis. Je les vivais seule. J'étais quand même l'épouse d'un pasteur et j'avais pas d'amis. J'étais plutôt celle qui donnait aux gens. Et c'est toujours même le cas aujourd'hui, celle qui donne. Et il n'y a personne qui a vu ce malaise? Est-ce qu'il y a personne dans l'entourage qui a Je me vu cette plaignais jamais. Oui, mais il y a des gens Mais qui... on m'accusait, c'était lui plutôt qui allait m'accuser. Moi, je me plaignais. Et chaque fois, même quand il partait pour m'accuser, je disais toujours, tu parleras seul, moi je ne parle pas. Ok. Donc il finit de m'accuser, j'acceptais la flagellation, j'acceptais être accusée, j'acceptais être mal vue, j'acceptais qu'on me traite de tous les mots, ça j'acceptais. Parce que je ne voulais pas, parce que je lui avais dit, le jour où j'ouvrirai ma bouche, je vais dire, c'est ta carrière qui va prendre un coup. Donc malgré tout, comme les femmes savent le faire, vous avez continué à le protéger? Je protégeais. Je protégeais vraiment. Et c'était pas du tout évident. Moi, quand je prends la décision, et quand finalement, quand j'ai fait 2 ans sans le voir, parce que on a fait 2 ans, les 2 ans où on ne se voyait pas, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, il faudrait maintenant qu'on prépare nos enfants à cette séparation. Mais lui, il n'entendait pas de cette oreille-là. Très bien. Et comme il n'entendait pas de cette oreille-là, il est revenu 2 ans après, parce qu'il avait quelques problèmes avec des démêlés avec la justice. Il revient 2 ans après. Quand il revient, il me trouve avec les enfants. Je lui ai dit, je ne vais jamais t'empêcher de voir les enfants. On va revenir sur la question des enfants qui est assez épineuse. Oui. Alors, Madame Etonde, quelles sont les premières décisions qu'on doit prendre quand on veut recommencer sa vie après un divorce? Quelles sont les premières décisions qu'on doit prendre qui peuvent nous aider à avancer? Il faut d'abord accepter le divorce, accepter l'échec. Parce que beaucoup de gens n'acceptent pas. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de divorcer, tu es déjà en train de penser que tu peux te mettre avec quelqu'un d'autre et tout ça là. On trimballe trop de problèmes. Oui. Donc, on accepte l'échec. Je me suis mariée, j'ai divorcé, c'est une réalité. J'accepte. Deuxième étape. S'il vous plaît, pour compléter, il faut peut-être se dire que quand il y a divorce, les responsabilités sont partagées. Hein. Exactement. Il ne faut pas toujours penser que c'est l'autre qui en est la cause, non? Oui. Moi, je vais vous dire que, bon, c'est mon ex-mari qui a demandé le divorce. Mais j'étais jeune, hein. J'étais que, dès que les disputes commencent, les dernières paroles, je les entends devant le portail. Moi, je suis déjà partie chez mes parents. Lui aussi, il avait bon, non, c'est derrière nous. Je dis que si on avait la maturité qu'on a aujourd'hui, on n'aurait jamais divorcé. Hein. Mais avec le recul, on se dit que bon, c'était la bêtise. Oui. Mais non, moi j'aurais divorcé encore. Mais... Oui. Non, toi, ton cas, c'était... C'est vraiment le problème. Hein? Oui. Donc, alors, je disais que la première étape, c'est qu'on accepte. La deuxième étape, on prend du recul. Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et ainsi de suite. Et la troisième étape, ok, on rebondit. On redéfinit ses standards, parce que je crois que c'est important, non? Oui. On peut se dire que ce que j'ai vécu hier, je ne veux plus vivre ça aujourd'hui. Oui. Voilà comment Oui, je veux... exactement. c'est important, non? Oui, ça rentre dans la reconstruction. C'est-à-dire, moi-même, j'ai fait telle erreur. Parce qu'il y a des gens aussi, hein, comme tel homme m'a fait ça, je ne vais plus jamais accepter. Aucun ne va plus... On est radical. Oui, quand on est radical comme ça, l'autre va venir, on va le mettre au pas. Non, quand on se reconstruit, on redevient une nouvelle personne. On peut recommencer dans sa vie parce que
on a déjà tout mis derrière nous, on a une autre façon de voir les choses, notre état d'esprit a changé, on est plus équilibré. C'est-à-dire, ce n'est pas conseillé d'aller refaire sa vie si on n'a pas balayé tout ce qu'on avait derrière nous. On n'a pas guéri moi, j'ai même blessures. essayé. Hein. Oui. Oui. Non, il faut dire, ça, hein. ça ne se passe pas Exact, en claquant les doigts. c'est justement parce que pour aller dans le sens de... Parce que quand on dit qu'il faut, pour se reconstruire, c'est quelque chose de très difficile. Absolument. Parce que une fois après le divorce, surtout dans mon cas, où mon divorce était très douloureux, la première chose que tu as envie, ce que j'avais dans la tête, c'était de me venger d'abord des autres. Tu vois, tu restes dans... En fait, tu as envie de... Toute la colère, la frustration que tu as emmagasinée, tu veux le déverser sur tous les hommes. Ça m'a pris 1 an pour pouvoir faire ce travail-là. Donc 1 an où tu es en train de... C'est-à-dire, je ne faisais pas plus de 2 mois avec une relation. Au bout de 3 mois, parce que je crois que je te l'avais même dit, oui, que c'est quand que quelqu'un s'accroche... Mireille Grace est une blessée de guerre. Et elle avait emmagasiné beaucoup de choses. Oui. Ce qu'elle explique, jusque-là, je pense que ce n'est pas encore totalement parti. Hein. Ouais. C'est en train de partir à partir du moment où elle a commencé à en parler. parler, oui. Elle a expliqué. La première fois que, peut-être qu'elle n'avait pas là ailleurs, qu'on a parlé, elle a discuté. Non, je n'avais jamais parlé. Voilà. On s'est retrouvés à la radio. Ouais. Avec une autre jeune fille qui était en train de se séparer de son mari. On faisait une émission. Heureusement que la présentatrice, si on était à la télé, ça allait être la honte. Hein. La présentatrice de l'émission était très mature. Et moi, spécialiste en santé mentale, j'ai essayé d'équilibrer. Oui. Donc, elle a posé une question. Pendant que Mireille Grace parle, elle se met à pleurer. À chaud de larmes, hein. On est en direct. Et l'autre dame, elle laisse la dame, parce que moi je me lève pour aller conseiller Mireille Grace. Elle pose la question à la dame, elle aussi, elle se met à pleurer. Et derrière, on avait une autre dame qui était aussi en train de se séparer de son mari. Donc c'était dur. C'est-à-dire, tu vois, il y a des moments où elle parle beaucoup. Après, on sent quand même qu'il y a encore quelque chose. Il y a encore une petite chose à arranger. Donc peut-être même les enfants ne peuvent pas comprendre que leur maman est une écorchée vive, qu'il faut du temps. Parce que quand on a accumulé autant de choses, peut-être que le travail aussi aide, parce qu'à force de traiter des sujets sociaux, oui, on se retrouve, on évacue. Mais le jour où il y aura un déclic, c'est bon. Hein? Alors, Mireille, je reviens à ce que tu as dit. Il faut accepter. Oui. Pour se reconstruire, il faut déjà accepter. Oui. Alors, tu as accepté le divorce? Oui, j'ai accepté. Pourquoi oui? Est-ce que tu l'as... J'ai accepté parce que j'ai grandi dans un contexte où tu te maries pour ne pas divorcer. Oui. Et divorcer, c'est comme un échec. Pour moi, divorcer, c'était... même si ce n'était pas fait dans les règles de l'art, mais divorcer quand même, c'était gros. Dans ma famille, moi, on m'a promis l'enfer. On a dit que si tu divorces, Dieu ne veut pas le divorce. Tu divorces, tu iras en enfer. Donc imagine une chrétienne de mon état qui prie le Seigneur. Tu penses que tu vas divorcer. Et puis, tu te dis que, ok, comme je divorce là, Dieu ne peut plus jamais m'accepter. J'irai en enfer. On t'a masturbé le cerveau au point où tu jouais avec. Donc du coup, c'était difficile. Très, très difficile. Mais est-ce que tu en es arrivé à t'y faire? Est-ce que tu l'as accepté? Ouh, j'ai accepté. Très bien. 5 ans, ça m'a pris. Parce que ce qui me fait accepter, c'était le problème. Moi-même divorcé, pour moi, c'était comme, ouf, je reprends ma vie. Très bien. Un soulagement. Mais, sauf que, il y avait un autre côté du divorce. Et je reviens à ça. Quels sont les principaux défis auxquels tu as fait face après le divorce? Mes enfants. Oui. J'étais avec mes enfants, j'ai vécu avec mes enfants pendant longtemps. Et puis, dès qu'on prononce le divorce, le soir du divorce, on enlève mes enfants. Il enlève mes enfants pour une destination inconnue. Donc, ça m'a fait rentrer en dépression.
J'étais en dépression. J'ai fait 3 dépressions. Et par la suite, j'ai vécu ça. Et j'ai dit, c'est à force de beaucoup prier que le Seigneur m'a donné un peu de paix. Parce que je suis allée, comme on dit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je me rappelais, et je vous donnerai du repos. Je me rappelle ce matin, il était 4 heures du matin. Je n'oublierai jamais ça. Je dirai toujours ça à tout le monde. J'en pouvais plus. Je pleurais. Même quand j'arrivais même ici à STV, où je venais ici, je m'asseyais au sol, je pleurais. On me voyait à l'antenne, je ris. Mais dès que je sors de l'antenne, je m'asseyais au sol. Je pleurais, les gens venaient me demander qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi c'est... On essayait de me... Je ne pouvais pas parler. Mais je disais, à ceux qui pouvaient, la personne qui essayait parfois, c'était beaucoup plus Eric, qui était à côté, qui venait me parler tout le temps. C'était difficile, Hermine. C'était super difficile. Mais je ne sais même pas, je dis, ce matin-là, je me suis dit, Seigneur, j'en peux plus. Parce que je sentais un poids au niveau de ma poitrine qui m'empêchait même parfois de respirer. Je suffoquais. La nuit, mes nuits étaient blanches. Je ne dormais pas. Imaginez, vous avez demandé le divorce et on vous fait payer pour ce divorce. Vous ne voyez pas vos enfants. C'était encore plus dur. Donc j'ai dit, Seigneur, tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Hermine, j'ai prié comme ça, j'ai dit, voici mon fardeau. Je t'en supplie, mon Dieu, donne-moi la paix. J'ai senti comme un vent qui a soufflé et est venu sur ma poitrine. J'ai senti comme un vent je ressentais comme un poids qui sortait. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé même à accepter que j'ai divorcé et que je vais vivre sans mes enfants. Mais je me battrai pour mes enfants. Très bien. Voilà. Tu t'es projeté à partir de... Tu as commencé à te projeter à partir de ce moment-là? Oui, j'ai commencé à me projeter à partir de ce moment, mais je n'étais pas prête pour me remarier. On revient au remariage. Alors, Madame Etonde, vous avez compris l'histoire touchante de Mireille Grace. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là, qui souffrent du divorce pendant longtemps, pendant de longues années, surtout si les enfants s'en mêlent parce que elles peuvent divorcer, on leur prend encore leurs enfants. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Moi, je dirais que on doit faire tout pour ne pas rentrer en conflit. Merci. Vraiment tout. Parce que moi, j'ai eu la chance que je ne suis pas entrée en conflit. J'avais déjà vu autour de moi des divorces qui ont été extrêmement durs. Donc, je savais que quand on entre en conflit, c'est bon, c'est grave. Donc, si on prend l'initiative de divorcer avec quelqu'un, même si on a en face de nous un adversaire qui envoie les balles, vous savez, pour bagarrer, il faut être deux. Mais si idéalement de force, je veux dire pareil, hein, idéalement avec les mêmes forces. Oui, parce que si vous bagarrez quelqu'un de plus fort le combat est inégal. Oui. Le plus fort que vous, ça ne sert à rien, non? Si quelqu'un n'a pas un adversaire, il va bagarrer seul. Donc, je demande aux femmes de ne pas entrer en conflit, qu'elles fassent le nécessaire pour ne pas entrer en conflit. Maintenant, celle qui n'arrive pas à supporter, Mireille Grace a trimballé son problème tout seul. Mais heureusement, elle a eu la présence d'esprit. Elle a commencé à en parler. Elle a fait un accompagnement psychologique et elle en parle. Moi, j'apprécie beaucoup qu'elle en parle parce que comme elle a une voix qui porte, beaucoup de femmes vont voir qu'elle a traversé cette situation. Elle n'en est pas morte. Moi aussi, d'ailleurs. Donc, on va aller désormais dans la séparation, dans le calme. On avait parlé d'un président qui avait dit un jour que la guerre, ça ne sert à rien. Parce que quand on finit de faire la guerre, on revient encore faire la paix. Alors qu'on a passé tout le temps à faire la guerre. Autant que possible, il faut qu'on essaie de ne pas entrer dans le conflit. C'est le travail que je fais aujourd'hui. Depuis un bout, je travaille avec Maître Tchakounté, qui est au tribunal, qui venait souvent m'appeler pour pouvoir aider les autres femmes qui traversaient, puisqu'elle gère les cas de divorce aussi au tribunal. Et qui m'appelait un jour pour une dame qui avait 4 enfants et qui est allée se jeter au Vouri, qui voulait se jeter au Vouri. Bon, j'ai essayé de parler comme je pouvais. Elle lui a donné mon témoignage, comment j'ai réussi à pouvoir transcender l'absence de mes enfants autrement, et tout en gardant l'espoir qu'un jour je reverrai mes enfants. Moi, je lui avais dit... Ce qui est arrivé d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, ce qui est arrivé 10 ans après.
Oui, mais ils ont fini par arriver. C'est le plus important, Oh, je pense. ouais. Oui, parce que je pense que votre ex-mari il ne voulait pas vous faire de cadeaux. Donc, en vous enlevant vos enfants, justement, c'était pour vous fragiliser davantage, je pense. Oui, parce qu'il avait l'impression, pour lui, c'était que ses enfants vont être élevés par un autre homme. Or, ce n'était pas ça qui était c'était pas ce qui était dans ma tête. Que les enfants, comme ils étaient petits, certainement ces enfants appelleront un autre monsieur papa que lui. Je ne pourrais jamais dire, je dirais jamais qu'il a un mauvais papa. Je dirais, il a un papa poule. Il aimait beaucoup il aime beaucoup ses enfants. Ça, je ne dirais jamais. D'ailleurs, on ne lui fait aucun procès. On ne lui fait Ce qui nous importe, c'est comment vous êtes sortis de là. Alors, dites-moi, quand vous avez divorcé, vous avez eu un travail ici, vous avez commencé à travailler. Comment vous regagnez confiance en vous? Comment vous reconstruisez la confiance en vous? Comment j'ai fait Parce que je pense qu'avec un divorce, on perd beaucoup de confiance en Oui, soi. oui, parce Mais que quand le vous a mis sentiment dans de rejet, quand vous a mis dans la tête que vous êtes nul, quand vous a mis dans la tête que vous n'êtes rien, quand vous a mis dans la tête que vous ne pouvez rien faire dans votre vie. On parlait à ce rendez-vous des blessures du passé et j'essayais de partager aussi ça un peu avec les téléspectateurs. Vous avez intégré ça en vous et du coup, même dans votre travail, le rendu n'est pas toujours bon. Aujourd'hui, si je rentre en arrière et aujourd'hui, je dirais que je suis fière de moi, de la femme que je suis devenue et de la femme que je deviendrai encore demain. Parce que je ne suis pas en train de dire que je suis arrivée, mais je m'améliore chaque jour. Je travaille chaque jour sur mon psychique, mon mental pour pouvoir être plus forte. Je parle, j'ai envie de pleurer, mais c'est des souvenirs que je ne veux pas trop. Oui, mais j'estime que il y a plus d'une femme qui a peut-être besoin. Absolument. Et je voudrais que tu leur parles, puisque tu as la parole, tu la gardes. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une femme aujourd'hui qui, sans qu'on ne valorise pas le divorce, c'est un non. Quand on se marie, c'est pour rester jusqu'à ce que, c'est vous qui avez été marié, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais quand ça ne va plus, il est important qu'on se dise aussi que pour notre propre santé mentale, pour celle de nos enfants, il est important de nous arrêter là. Parce que la vie vaut mieux que tout. Alors vous qui avez une expérience aussi riche, qu'est-ce que vous avez dit vous pouvez dire à une femme aujourd'hui qui souffre, qui a des enfants, mais qui a peur de franchir le pas? J'ai pour habitude de dire souvent à toutes les femmes, même quand elles m'écrivent sur Facebook, ils me posent leurs problèmes, j'ai pour habitude de dire à ces femmes de ne pas se laisser abattre. Surtout quand on n'a rien sous la main. Parce que généralement, c'est le chômage qui fait en sorte que beaucoup de femmes restent encore. La dépendance financière qui fait en sorte que, même avec 50 000 francs, moi, j'ai redémarré ma vie avec 75 000 francs. 75 000 francs. Hein. J'étais en train de louer une maison de 60 000 francs à l'époque. Hein. Parce que j'avais besoin de ma sécurité, etc. Mais j'ai démarré ma vie avec, quand j'ai commencé, en dehors de... Ça balançait un peu, mais j'ai démarré ma vie avec ça. Et ça m'a permis de vivre des moments extraordinaires. C'était pas facile du tout. C'était pas facile de redécoller. C'était pas facile de redémarrer après ce divorce-là. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont... Le fait que je venais au boulot, je sortais, ça me faisait du bien. Et donc, une femme qui veut se séparer, il est même là, Eric Gando, c'était mon pote. C'était mon souffle-douleur. c'est lui. Donc, bravo, Eric. Non, mais on passait beaucoup de temps ensemble, lui et moi, et c'était lui qui était mon épaule. Je pleurais. Alors, Eric, parle aux femmes. Ces femmes, oui, femmes, je voulais vous dire ceci, ne baissez pas les bras. Si vous vous sentez en insécurité dans votre foyer, il ne faut pas vous dire que parce que je n'ai pas de moyens, je ne peux pas partir. À un moment donné, il faut partir. Moi, j'ai dormi sur le canapé de ma mère pendant 2 ans parce que il fallait que je reprenne ma liberté et que j'arrache cette liberté et que je sois libre d'un homme, j'appelle ça un gourou, quelqu'un qui me traumatisait et qui me battait tout le temps, qui m'insultait, qui me disait tout ce que je pouvais entendre. Il fallait que j'ai accepté les injures de tout le monde, de la société même, de la famille et des amis,
des amis, de ses amis, j'ai accepté d'être insultée. J'ai accepté d'aller dormir sur le canapé de ma mère pendant 2 ans. Ce que vous ne pouvez pas imaginer, mes sœurs, je suis allée même à un moment donné jusqu'à dormir avec un homme juste parce que je voulais de l'argent. Mais après, je me suis ressaisie. J'ai dit, c'est quoi? Je préfère rentrer chez ma mère. Je dors sur son canapé pendant 2 ans. Et 2 ans, j'ai passé le temps pour me reconstruire. Donc toi aussi qui me regardes, tu peux te relever. Tu peux, même si c'est difficile, oublie, ferme tes oreilles. Essaye de trouver des stratégies qui vont te permettre d'être libre demain. C'est tout ce que je peux te dire, mais ne baisse pas les bras surtout. Alors, Madame Etonde, la société qui stigmatise la femme divorcée, on a l'impression, on impute la responsabilité du divorce à la femme. On a l'impression que c'est un échec. Et beaucoup de femmes se cachent derrière les mariages qui ne sont pas heureux pour fuir ce genre de préjugés. Qu'est-ce que vous avez à leur dire sur ce soir? Ben, moi, je vais demander, quand on voit le club des ex que nous formons, est-ce que nous sommes malheureuses? Je ne sais pas, nous ne sommes pas malheureuses. On s'assume. Hein. Voilà. Vous voyez le destroy de Mireille Classe. Le super destroy. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quand je divorce que je commence à porter des culottes, je commence à porter des vêtements. Genre, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et tu sais, là où tu sens le goût de la liberté. On va nous taper dessus. Non, moi, je n'encourage pas le divorce. Non, moi Mais également. personne ne le fait Chacun ici. assume ses responsabilités. Une fois, j'ai fait une émission dans une chaîne de télévision, il y avait 2 femmes mariées. Difficile. La présentatrice n'en pouvait plus. Elle a dit que, mais de nous tous ici, il n'y a que Madame Etonde qui n'est pas mariée, mais c'est elle qui est la plus positive. Alors, dites un mot à cette société qui est dure avec les femmes divorcées. Le divorce, ce n'est pas un drame. C'est-à-dire, quand ça n'a pas marché et que les gens décident de se séparer, il faut accepter. Il est stigmatisé partout. Donc, nous, on a divorcé, mais ça ne change rien à notre vie. Moi, je suis conseillère matrimoniale même. J'aide beaucoup de gens à rester dans leur mariage. Et à la femme qui subit le mariage, qu'est-ce que vous avez besoin de lui Non, dire? non, non. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, si quelqu'un subit, il faut qu'il cherche les moyens de se faire aider. C'est tout. Donc, beaucoup de femmes meurent dans le mariage, beaucoup deviennent folles, beaucoup ont des AVC à cause du mariage. Donc, quand quelqu'un subit, il doit trouver le moyen de se faire aider. Mesdames, merci. Mireille, merci de t'être mise à nu encore ce soir. Malheureusement, on n'a que 52 minutes pour ça. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui ont du mal même à se remarier parce qu'elles souffrent. Elles n'arrivent pas à se reconstruire. On reviendra. Avant de terminer, tu as un cœur à prendre? Je suis un cœur à prendre, bien même. Et s'il te plaît, je ne referai plus jamais la même erreur. J'estime que j'ai échoué une fois, la deuxième fois, je n'échouerai pas. Madame Etonde, vous un cœur à prendre aussi? Oui, moi je ne suis pas mariée, mais je suis un peu difficile dans mes choix. Donc, je suis convaincue que le choix du mari est très important. Mais un cœur à prendre. Un cœur à prendre, Seigneur. Alors, mesdames, messieurs, le mariage, en dehors d'être l'union entre 2 personnes, c'est aussi la fusion. Exactement. La fusion suppose qu'on peut se détacher quand ça ne marche plus. Arrêtez, mesdames, de vivre seulement autour de votre mari et de sombrer quand ça ne va plus. C'est clair. À un moment donné, quand ça ne va plus, apprenez à dire non. Redéfinissez vos standards. C'est très important que les femmes aient des standards. Je le dis et je le pense. Et vos standards et arrêtez-vous quand ça ne fonctionne plus. C'est clair. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. Si plaît à Dieu. Au revoir.